Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Moïsakis, enfin nous recevons par téléphone bien sûr, et Stéphane Moïsakis, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un critique et journaliste, et notamment dans l'excellent magazine Mad Movies. Est-ce que tu pourrais nous expliquer tout ce qui est le côté formation? Est-ce qu'il y a des formations, est-ce qu'il y a des études pour devenir journaliste? Oui. Enfin, quel a été ton parcours en fait avant d'entrer à Mad, pardon. Alors moi mon parcours en fait il est très simple, j'ai eu bac mention rien du tout. J'ai fait 2 ans de fac de manière un peu lâche, c'est quoi, j'étais en anglais. Ah pareil moi. Voilà. J'avoue que j'ai fait ça sans trop de conviction, et en fait ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé à pas renouveler mes années, et pendant un an j'ai bossé dans un vidéoclub. Comme moi. Voilà. Tu sais, les fans de cinéma, je crois que c'est un cliché. Hein. Ouais, c'est clair. Sinon, c'est fini maintenant. Si tu veux faire du cinéma ou si t'aimes le cinéma, si t'as pas bossé dans un vidéoclub, t'es un loser. Voilà. Non, je déconne, mais, bon, ça va, on est bien parti. Depuis Tarantino. Ouais, non, mais c'est un cliché quoi. D'accord. Et t'avais postulé comme ça au culot ou... Non, en fait, je connaissais. Il y a des cercles, en fait, je vais utiliser le terme de geek, qui se créent en fait un petit peu quand on veut voir certaines choses. Il y a des clans qui se créent comme ça dans les villes. Et à Paris, en fait, il y a certains endroits comme ça où on peut rencontrer des gens qui sont soit dans le milieu, soit dans des choses comme ça, quoi. Et moi, en fait, j'allais souvent à la boutique Album. J'achetais mes cassettes vidéo, mes Mad Movies d'ailleurs, parce qu'ils les avaient souvent en avance à l'époque là-bas. Et j'ai rencontré Damien Granger. En fait, au fur et à mesure, un jour, il est venu me proposer d'aller voir un film et d'en faire la critique, comme ça lui avait convenu de m'engager, quoi. Ta culture, tu l'as construite via les vidéoclubs, via la télé, via le cinéma, un peu comme tous les geeks, quoi, je suppose. En fait, je suis assez monoculturel, et le truc qui s'est passé, c'est que quand j'étais plus jeune, je lisais pas mal de bouquins. En fait, je suis passé aux comics assez vite. Après les comics, en fait, j'ai commencé à trouver encore qu'il manquait quelque chose. J'avais envie qu'en fait, je sais pas, je regardais des films évidemment à l'époque, mais je bloquais pas autant sur ça, quoi. Le cinéma, je me rappelle vraiment, je crois que le film qui a été un élément déclencheur en fait de ma passion pour le cinéma, c'était Robocop, où je retrouvais en fait pas mal de trucs que je voyais dans les comics déjà à l'époque. Là où j'ai carrément accroché, c'était dans mon attente du premier Batman. Ça a été une déception pour moi, Batman le premier, mais pourtant c'est un film que j'ai revu et revu et re-revu à l'époque, parce que je voulais comprendre pourquoi en fait un personnage que j'aimais autant en bande dessinée ne me convenait pas au cinéma. Puis c'est peut-être aussi parce que c'était le premier qui était réellement fidèle aux comics. Parce avant, il y a eu pas mal d'adaptations, mais bon, c'était plus des nanars. Ouais, Superman, ouais, c'est vrai. Bah, t'avais Superman 10 ans avant, mais c'est pareil, Superman, c'est un personnage, en fait, quand tu le découvres. Déjà, moi, en fait, je crois que le tout premier Superman que j'avais vu, c'était Superman 3, que j'aimais beaucoup, hein, étant gamin, quoi. Donc, ouais, effectivement, là, on peut pas dire que ce soit très fidèle. Non, c'est surtout, en fait, il avait le côté film événement, quoi. Le film avait pas, enfin, la sauce avait pas trop pris en France à l'époque, quoi. Mais moi, j'étais vachement victime de la publicité, puis du fait que j'attendais un film sur Batman, évidemment, quoi. Et que là, pour le coup, effectivement, c'était le premier Batman, on va dire, entre guillemets, légitime, sérieux, tout ça, quoi. Même si j'aime beaucoup la série des années 60, quoi. Moi, je voulais revenir à ton boulot de journaliste. Ouais. Est-ce qu'on arrive à rester critique? Quand je dis critique, c'est de bonne foi. Quand justement on est fan d'un réalisateur ou qu'on attend justement un film avec impatience. Ouais, je pense. C'est-à-dire que je sais que par exemple, en tout cas en ce qui concerne Mad Movies, ce qui est pas mal reproché, c'est d'avoir défendu certains films, comme notamment, je me rappelle, Rollerball de McTiernan. Enfin, je veux pas me défendre encore là-dessus par rapport à ça, mais oui, je continue à penser que Rollerball est un grand film massacré, mais un grand film quand même. Le problème après, c'est que oui, il y a des réalisateurs, moi j'adorais Shyamalan, Village et La Jeune Fille de l'eau, je peux pas, hein, j'ai du mal. Pourtant, c'est des films que j'attendais, donc de toute façon, moi en ce qui concerne mon approche, j'essaye d'être objectif par rapport au film. C'est difficile d'oublier le réalisateur, c'est sûr, mais... Moi, je considère que le réalisateur, normalement, devrait être responsable de tous ses choix sur le film, que ce soit... il travaille en équipe, évidemment, mais il devrait être responsable de tous ses choix à partir du moment où il devrait être responsable de ça. Je crois en la théorie des auteurs, mais en gardant, évidemment, l'accent sur le mot théorie. Ça reste une théorie, c'est pas de la pratique. Et je pense qu'effectivement, un réalisateur qui fasse un bon ou un mauvais film, s'il a une personnalité, en fait, ça transparaît. Et Shyamalan, par exemple, quand il fait un excellent film, moi j'adore Incassable, ça se voit. Quand il fait Le Village, ça se voit que c'est lui. Pour moi, il y a un gouffre entre les deux films. Pour moi, il y a plein de réalisateurs. Il y a des réalisateurs dont je suis fan qui m'ont déçu sur des films. Je sais pas, j'adore Clint Eastwood, mais j'aime pas trop Jugé coupable, par exemple. Mais en même temps, avec tout ce qu'il a fait, c'est normal qu'il y en ait un ou deux qui soient... Ah mais bien sûr, hein, c'est-à-dire que en plus, t'as même pas, c'est emmerdant parce que tu te dis putain, j'allais passer un bon moment et puis voilà, d'un seul coup tu sors, t'es pas très. Ouais, mais je pense que quand t'es vraiment fan de réalisateur, t'es encore plus exigeant parce que tu le connais bien et que tu sais de ce dont il est capable. Donc c'est vrai que tu peux être plus facilement déçu peut-être. Ouais, voilà. J'adore les frères Cohen. Contrairement à tout le monde, j'aime pas trop Big Lebowski. Il y a pas mal de réalisateurs comme ça qui, et ça les a pas empêchés de faire un film qui après, d'ailleurs même plusieurs films qui m'ont plu derrière. Après le problème en fait, c'est à moins qu'il y ait un vrai gros problème dans
dans la manière dont le projet est conçu. Même un film des grands réalisateurs qu'on admire, même un film raté, reste un film intéressant en général. Je veux dire, même un truc comme Jugé coupable ou Big Lebowski, pour moi, c'est intéressant. Oui, ça reste au-dessus de la moyenne. Et par rapport à ton poste dans Mad Movies, je voulais savoir comment se répartit le travail en fait, si c'est le rédac chef qui décide avec les rédacteurs qui va écrire quoi, parce que je suppose que pour toi par exemple, s'il y a un nouveau Tony Scott, un nouveau McTiernan ou Carpenter ou Eastwood, tu vas te jeter dessus en disant c'est moi qui écris la critique ou Je sais pas pour les autres rédactions quoi, mais dans Mad Movies c'est un peu effectivement au feeling quoi, ça dépend vraiment. Effectivement Tony Scott, je me suis occupé du dossier sur Déjà Vu, par exemple c'est pas moi qui me suis occupé de Domino l'année d'avant, bon, ce qui tombait parce que je suis pas un super fan du film quelque part, mais ça dépend vraiment en fait. Vous engueulez pas pour qui va écrire quoi ou est-ce qu'on réserve longtemps en avance par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réservé par exemple la critique de 300 ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réservé la critique du prochain Grindhouse ou enfin, des gros projets que... Grindhouse je sais pas du tout, mais je sais que on réserve pas tellement à l'avance. Moi je sais quand j'allais voir Damien et qu'on discutait, je lui disais voilà regarde là il y a ce film, il faudrait qu'on en parle, ce serait bien une preview blablabla, par exemple comme Shaun of the Dead. Et Damien me dit ok vas-y, donc il me laisse la place pour faire une preview et puis le moment venu le film sort et s'il me plaît voilà je fais la critique. C'était pareil pour Team America, ça a été la même chose quoi. Donc c'est des films où quand tu viens, et je parle pas que de moi, il y a d'autres personnes dans la rédaction qui viennent proposer comme ça des sujets en disant voilà ce serait bien qu'on parle de ci, qu'on parle de ça. Disons que à part peut-être quelques exemples majeurs, ça se fait de manière assez naturelle en fait au gré des discussions quoi. Mais à part je sais pas, peut-être que si j'avais pas fait une interview de McTiernan, oui là ça m'aurait un peu plus je me serais un peu plus battu si on me l'avait pas proposé directement d'entrée, mais c'est vrai que comme on me l'a proposé, j'ai pas eu à me battre et puis j'ai pas eu Tu fais combien de papiers grosso modo par mois? Tu bosses exclusivement pour Mad Movies ou pour d'autres supports aussi? Ouais, exclusivement pour Mad Movies. D'accord. Et après ça dépend, exclusivement pour Mad Movies, j'ai bossé pendant un moment pour DVD-Rama aussi. DVD-Rama voilà et HD Mania. Si tu veux, c'est ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des trucs qui sont désignés ou pas? Moi je sais que ça arrive souvent quand même que les films comic book soient pour ma pomme. Donc tu as eu la chance de faire en papier sur Daredevil, sur Elektra. Voilà les grands films. Mais tu sais, c'est bizarre, hein, ça change à chaque fois. Je sais que par exemple Elektra, en fait c'est pour des raisons différentes à chaque fois. Elektra par exemple, je sais que le film on nous l'a pas montré. D'accord. Ils ont pas voulu en fait. Je sais pas, en tout cas on n'a pas reçu les projections de presse et le truc qui s'est passé c'est que je l'ai vu à Vancouver. D'accord. Le jour de la sortie. Donc je crois que j'étais quasiment le seul à l'avoir vu. On m'a filé le papier d'office, mais si ça se trouve, si je l'avais pas vu, ça serait quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. Donc, c'est vrai que après t'as des lignes générales comme ça où effectivement je m'occupe du comic book. Et alors si j'ai 4 films comic book le même mois, d'un seul coup j'ai eu beaucoup de travail. Comme ça pouvait être le cas il y a 2-3 ans où en été t'avais 3-4 films d'un coup quoi comme ça. Mais par contre après c'est quand même au cas par cas quoi. Et par contre, ouais, là, le truc, c'est quand même la classe, c'est que c'est un métier qui te permet d'aller un peu à droite à gauche. Parce que là, tu disais que tu étais à Vancouver. Ça te permet de voir du pays, comme on dit, et surtout de rencontrer peut-être des personnes dont tu es fan. Ah ouais, ça c'est un des plus gros kiffs du métier. Hein. Moi, j'ai grandi en lisant Mad Movies, donc comme je disais tout à l'heure, bon, même si je regarde à peu près tout, j'ai quand même une grosse préférence pour le cinéma de genre. Donc j'ai pas mal de réalisateurs fétiches dans le genre et effectivement j'ai interviewé beaucoup de mes idoles. Justement quand tu interviews un mec comme McTiernan ou Carpenter, je suppose que tu dois être un peu nerveux parce que t'es avant tout fan avant d'être journaliste. Ouais, mais en fait c'est surtout c'est lié souvent à la personnalité. Oui, McTiernan n'est pas super loquace non plus en interview. Même Carpenter hein, au début. Alors Carpenter, le truc, c'est ce qui s'est passé, c'est que je me rappelle, on était allé, c'était avec Rafik Djoumi, mon collègue. On était allé, on se faisait un peu dessus, on disait oh putain, il est pas commode et tout, etc. Et en fait, on a passé une heure géniale quoi. Ouais, c'était pour Ghost of Mars, je crois. Voilà, tout à fait. C'est quand même un mec avec qui on peut un peu se lâcher quoi. C'est pas une interview, je sais pas, c'est pas une interview de Daniel Thompson, tu vois. c'est quand même Carpenter, donc il a toute une filmographie qui parle pour lui, et puis il a quand même des idées arrêtées. Oui, il dit ce qu'il pense. Et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Hein. Tu peux du coup partir dans une discussion pendant une heure et c'est génial quoi. McTiernan c'est différent. McTiernan c'est vrai que pour le coup j'étais allé avec mon autre collègue Arnaud Bordas. On n'emmenait pas large au début. Hein. En plus il est assez impressionnant quoi. Enfin... Ouais, puis pour le coup, tu commences l'interview, tu lui poses une question. Bon, alors je dis pas que c'est la meilleure question du monde, ça c'est clair, mais la réponse c'est un hochement de tête négatif. Le truc c'est que la première fois quand il m'a fait ça, je me suis dit oh là là, j'ai une heure à meubler là. mais en fait après ça s'est bien passé parce que il a commencé à faire un petit discours promo au début.
Je me souviens, c'était pour l'interview pour Basic, non ? Ouais, tout à fait. Ouais, et puis les questions étaient pertinentes, donc je pense qu'il a dû voir que vous étiez des journalistes qui connaissaient son œuvre. Ouais, puis même au-delà de ça, si tu veux, le problème, c'est que en général, tu te retrouves en face d'une personne dont tu connais le travail. Par exemple, le McTiernan, acteur, tout ça. Et en fait, le truc qui se passe, c'est que lui ne connaît pas ton travail. Donc, il sait pas qui tu es du tout. Donc déjà, il considère que tu as une longueur d'avance sur lui, que tu as l'avantage. Le truc, justement, c'est de lui faire comprendre que non, c'est une discussion au même niveau. Et moi, je sais qu'avec McTiernan, ce qui s'est passé, je lui ai sorti un truc et ça l'a fait hurler de rire. Il s'est lâché et on a pu faire une interview. Enfin, moi, je trouve que j'ai fait de mieux dans le magazine. Et justement, quel est ton meilleur souvenir d'interview ? C'est donc McTiernan ? En termes de résultats, ouais. Après, la personne la plus agréable à interviewer, c'est Del Toro. Ouais, il paraît qu'il est très attachant. Del Toro, c'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit que j'ai rarement vue. Et qui est, enfin moi j'ai juste lu et vu des interviews ou vidéos, c'est quelqu'un qui a l'air d'être très simple, très humble, alors qu'il a une culture immense, qui a beaucoup d'humour et qui est très généreux aussi. Nous on est obligé de couper certains trucs, mais c'est vrai que Del Toro, tu peux te retrouver à parler pendant une demi-heure de, je sais pas moi, de caca. Tu vois, et tout simplement, et c'est passionnant. Tu vois, et à côté, il te parle de ses références, de toute sa culture et tout, etc., etc. Et c'est encore plus passionnant, évidemment, parce que c'est quand même un autre sujet, mais le type passe d'un truc à l'autre sans se poser de questions, sans se remettre en question, sans rien du tout. Il est impressionnant, quoi. Il est très impressionnant. Et puis après, ouais, humainement, c'est quelqu'un de... j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi ouvertement gentil, compréhensif, tout, quoi. Donc lui c'est le plus gros panard en interview, ça c'est clair et net. Après, je pense que McTiernan c'est autre chose. McTiernan c'est plus une petite victoire personnelle, on va dire. C'est-à-dire que déjà c'est pas quelqu'un... Pour Mad Movies, Del Toro c'est un peu plus facile à avoir. Tu vois, McTiernan il fait quand même des films plus hollywoodiens entre guillemets, quoi. Voilà, ouais. Et puis t'as tout un système comme ça, d'attaché de presse, de choses comme ça, où tu peux pas forcément obtenir les réalisateurs que tu voudrais obtenir. Tu vois, moi j'adorerais avoir un mec comme James Cameron, mais va l'attraper, quoi. Parce que là on parlait de tes coups de cœur au niveau interview. Est-ce qu'il y a une interview que tu as trouvée catastrophique au niveau de l'intervenant, enfin de la personne qui se faisait interviewer, des conditions ou des trucs, ça s'est mal passé ou alors t'es super bien tombé à chaque fois? Non, je suis pas super bien tombé à chaque fois, mais soit je suis complètement naïf et j'ai l'impression que ça s'est quand même passé correctement, soit j'ai vraiment de la chance parce que j'ai pas eu de cas majeurs. Je sais que certains collègues ont eu des cas majeurs, quoi, des interviews qui sont très très mal passées, quoi. Il y a des interviews où je me dis bon bah lui, ouais, je sais pas. Il est pas très intéressant, quoi. Je me rappelle avoir interviewé le type qui avait fait, alors je suis désolé, je me rappelle plus de son nom, mais le réalisateur du film Insomnie avec Jeff Daniels. L'interview, tu vois, bon bah j'ai passé 3 quarts d'heure avec lui. C'était pas très intéressant, quoi. Ouais. Après, je sais que t'as des réalisateurs qui ont un problème avec la presse, hein. Enfin, je parle pas de lui en l'occurrence, mais je sais qu'un mec comme De Palma, ça se sait, quoi. Ouais, il aime pas faire des interviews, c'est clair. Surtout quand tu commences à lui parler vraiment de son métier, c'est-à-dire de cinéma, quoi, et de réalisation. Alors là, t'as intérêt à t'accrocher parce que le type, il va tout faire pour te détrôner, quoi. Dans ce cas, il a qu'à pas accepter d'en faire, ou enfin, il veut faire de la promo, mais sans. Bah, il joue le jeu sans vraiment le jouer, en fait. Ouais. Et t'es chez Mad Movies depuis combien de temps déjà ? Moi, je bosse depuis août 99 et en fait, j'ai commencé dans Impact. Feu Impact. Voilà. Impact qui a été pseudo-greffé et plus trop du coup maintenant dans Mad Movies, quoi. Bah, je me souviens, il y avait 2 parties à un moment, il y avait une partie Impact qui était assez maigre par rapport au reste. Qui avait une quinzaine de pages. Ouais. Bah, c'est-à-dire on a pas mal tâtonné, hein. La réalité de la chose, si tu veux, c'est que Impact s'est arrêté parce que ça vendait pas. Pourtant, il y avait pas mal de une avec Jean-Claude. Hein. ouais, mais bon, tu vois, je veux dire, voilà, si tu peux pas passer une interview de Jean-Claude dedans, c'est un peu emmerdant. On va préciser à nos auditeurs que Impact c'était plus cinéma, d'action, polar, voilà, enfin les autres genres que le genre fantastique, horreur. Ma propre théorie sur la chose. Je pense que quand tu veux aller voir, je sais pas, un film avec Van Damme, avec Schwarzenegger ou des trucs comme ça, sauf cas exceptionnel, quand un mec comme Schwarzenegger travaille avec des Cameron ou des McTiernan ou des mecs comme ça, je pense que le lecteur, il a pas trop envie de lire sur le film, il veut bien voir le film va peut-être lui plaire, tu vois, mais après, tu vois, est-ce qu'il a envie d'apprendre des choses sur le film, quoi. Tu vois, je veux dire, un mec comme Cameron, tu apprendras forcément des choses sur le film, donc c'est intéressant, un mec comme McTiernan aussi, mais un mec comme, je sais pas, Chuck Russell avec l'effaceur, je sais pas si c'est très pertinent, quoi. Et en tant que fan, tout simplement, comment tu juges l'évolution du cinéma de genre en général ? Bah, c'est super cyclique, hein. Ouais. J'ai grandi en fait avec le cinéma des années 80. Pareil. Et très bizarrement, en fait, je considère la décennie comme la pire décennie, en fait, pour le cinéma tout court, quoi. C'est vrai que c'est un peu l'antithèse des années 70, quoi. Voilà, bah après, bon, tu vois, je veux dire, ça dépend sur quoi tu taxes, en fait, si tu veux, par rapport au truc. Moi, je sais que les années 80, moi, je parle en termes de pur visuel, quoi, de pure mise en scène, ce genre de choses, etc. Tu peux apprécier, moi, j'adore Commando, tu vois. Oui, Cobra et tout ça. Voilà, des films comme ça qui sont des pures déviances, quoi. Mais après, cinématographiquement parlant, c'est de la merde, hein.
Tu vois, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot, commando ou Cobra. Oui, bien sûr. Et de manière purement objective, quoi. Mais c'est-à-dire que les années 80, c'est vraiment le début du cinéma dans ce qu'il a de plus commercial. Enfin, c'était voilà les studios hollywoodiens qui commençaient à faire des blockbusters et c'est vrai que ça devenait il y avait des trucs, des produits quoi. Il y a eu Predator quand même. Oui, mais là mais il y a un auteur derrière attends, aussi. des grands films, il y en a beaucoup. Bien sûr, il y a des chefs-d'œuvre. Tu vois, dans les années 80, dans les années 70, dans les pires décennies de l'histoire du cinéma, t'as des grands films. Bien sûr. C'est pas la question. Le seul truc, si tu veux, c'est que de temps en temps, t'as des concordances comme ça. D'ailleurs, t'en as une dans les années 80 où t'avais des films qui s'enquillaient au début des années 80, comme The Thing. Je veux dire, moi, j'étais trop jeune à l'époque pour pouvoir apprécier ça, mais le truc, c'est que t'avais The Thing, E.T., Stal, Rambo, qui se télescopaient en 1 an et demi, tu vois. Et voilà, c'était génial, mais bon, déjà, c'est pas des films qui, à mon sens, sont représentatifs des années 80. C'est-à-dire que c'est les survivants des années 70. Il y a des films comme ça, un truc comme The Thing, quelque part, ça a le cul entre deux chaises, quoi. Mais de toute façon, il a pas marché à l'époque. Donc, non, il a pas marché, mais par exemple, tu vois, en tout cas, je parle parle de survivants des années 70, c'est-à-dire que oui, il a le côté, bon, déjà, c'est du Carpenter, donc déjà, Carpenter, il filmait pas tellement années 70 non plus, quoi. Bah, il a un côté assez intemporel, Carpenter, en fait, dans sa manière de mettre en scène. Et le truc, par contre, c'est que l'exploitation du gore dans le film et tout ça, etc., qui est quand même assez impressionnant, quand même, aujourd'hui, c'est clairement annoncé les années 80, hein, parce que quand tu regardes les films d'horreur des années 80, ça c'est un truc qu'on peut pas leur enlever, c'est qu'ils étaient assez trashouilles, tu vois, etc., etc. Et là le truc, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui on est en train de revenir à ça, mais pour moi c'est une mode, hein. C'est-à-dire que les hostels, les massacres à tronçonneuses, les trucs comme ça, c'est très bien. Mais il n'y a rien derrière, quoi. Très bien, faut vite le dire. Oui, bien sûr. Et de toute façon, un mec comme Eli Roth, voilà, ses films cultes, c'est Vendredi 13 ou ce genre de trucs, donc c'est les slashers de base des années 80. Donc... Eli Roth, c'est pas quelqu'un que... Alors c'est un roublard, tu vois, mais c'est pas quelqu'un qui me déplaît. J'attends de voir, en fait, je suis pas super fan de ses films, mais j'attends de voir ce que le mec va donner. J'ai plus de problèmes, si tu veux, par exemple, moi j'aime pas trop, je sais pas, moi, Massacre à tronçonneuse, le dernier, tu vois. Oui, ça pour moi c'est un film de Yes Man. Oui, qui donc, sert à rien. On lui aurait dit tu fais un PG-13, il l'aurait fait. Un film interdit au moins de 13 ans aux États-Unis, assez expurgé quoi dans la violence. Et on lui aurait dit tu fais un R comme c'est le cas aujourd'hui, donc un film interdit au moins de 17 ans, donc qui peut se permettre un peu plus de choses, il le fait. Hein. Je veux dire, lui il s'en fout, quoi. Ça se voit. C'est ça le problème, si tu veux, c'est que pour un mec comme Aja, tu vois, qui va faire La Cognade des Yeux. Ou Rob Zombie avec... Voilà, ou Rob Zombie avec Devil Reject, qui sont pour le coup des types qui ont une vraie vision de la chose, quoi, qui sont des vrais fans. T'as l'autre à côté qui font des trucs... des produits, quoi. Des produits, ouais. Bah, après, tu sais, des produits, je veux dire, Commando, c'est un produit, hein, mais si c'est fun, on s'en fout. Tu vois, Commando, on lui passe tout, hein. Tu vois, je veux dire, on lui passe la réalisation, le montage, le jeu d'acteur. On s'en fout du moment que ça débourre et qu'il y a des bons mots, tu vois, très bien. Mais le problème, si tu veux, c'est que même si un film comme Massacre à la tronçonneuse, le dernier, là, ne me procure pas de plaisir, tu vois, je vois pas trop l'intérêt, tu vois. Alexandre Bustillo, qui est un ex-rédacteur de Mad Movies, a réalisé un film. Yannick Dahan va en faire un. Ouais. Est-ce que tu aurais des velléités de mise en scène éventuellement ? Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est la réponse courte. C'est la nouvelle génération Starfix ou quoi, là ? Ouais, je sais pas. Alexandre Bustillo, son film va sortir, là. À l'intérieur, ouais. Donc, par rapport à Mad Movies, en tout cas, il pose la première pierre à l'édifice, quoi, on va dire. Donc, après, le problème, si tu veux, c'est qu'il faut voir comment les choses vont évoluer. Yannick, on croise les doigts, parce que moi, je bosse, en fait, sur le film avec Yannick. Ouais, il nous avait dit que tu participais au scénario, c'est ça ? Voilà, alors moi, en fait, ce que j'ai fait, je bosse avec Arnaud Bordas sur ce qu'on appelle la continuité dialoguée. En fait, c'est-à-dire que Yann nous a filé un traitement très détaillé. Il nous a dit, voilà, les gars, écrivez le scénario, c'est-à-dire les dialogues, tout ça, etc., à partir de ce que vous avez là. Donc on a eu beaucoup de discussions et de choses et d'autres et tout. On apporte quelques trucs, mais c'est principalement le film de Yann et de Benjamin Rocher. Ce qui est pas du tout un problème. Hein. D'une certaine manière, Arnaud Bordas et moi, c'est une commande pour nous. Ouais. Mais ça permet aussi de mettre un pied dedans et de voir un peu... Ouais, et puis, tu vois, je veux dire, moi je pense que de la même manière que, tu vois, quand tu travailles à Mad Movies et que t'apprends avec chaque article, avec chaque personne que t'interviews, là t'apprends avec chaque scénar que tu fais, quoi, tu vois. Je veux dire, nous on a écrit des scénars de notre côté, ils valent ce qu'ils valent, on sait pas trop, quoi. Mais le truc c'est que cette expérience-là nous a permis d'apprendre des trucs en plus, quoi. Ouais, bien sûr. En plus, la collaboration se passe vraiment très très bien et tout, quoi. Donc c'est assez génial de pouvoir échanger. C'est un peu comme quand tu te retrouves avec des potes en train de parler de cinéma, sauf que là le sujet est beaucoup plus spécifique. Et après on en discute, on travaille, on écrit et on propose des trucs, ça passe pas, bon c'est normal. Donc ouais, nous on bosse là-dessus et après on a quelques idées dont je peux pas trop parler, quoi. Et effectivement, moi j'aimerais vraiment passer à la réalisation parce que c'est vraiment le truc que j'ai envie de faire depuis que... Donc Mad Movies en fait c'est une excellente erreur de parcours, quoi. Mais une erreur de parcours, je suis très content, quoi. Aujourd'hui j'ai vraiment envie de passer à la réalisation, donc j'essaye de travailler dans ce sens-là, quoi. D'accord. Après, pour te dire, je sais pas si c'est la nouvelle génération Starfix parce que franchement, pour l'instant, il y a que le film de Bustillo qui va sortir, quoi.
tout se passe bien, le film de Yann se tourne à la fin de l'année. Et après, le reste, on sait pas, quoi. Bah, tu nous tiendras au courant. Ouais, Bah oui. tout à fait. En tout cas, Stéphane, merci beaucoup. Merci Ouais, énormément. je vous en prie.